en même temps, tu peux pas être lâché dans la nature et piloter un groupe qui fait près de 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on arrive à avoir une dizaine d'années d'expérience, mais je me rends compte qu'il y a des postes qu'on a on était trop jeunes pour les avoir. Et c'est un peu le problème de nos générations. C'est de la carrière comète, c'est-à-dire qu'on reste jamais assez longtemps au même poste. Je passais d'une concession d'un petit site, un petit groupe finalement régional, à un siège social d'un constructeur, une boîte américaine, mais dirigée aussi par des Allemands en Europe. L'autre jour, j'ai fait un sondage sur LinkedIn où que pensez-vous du mandat, enfin je sais plus, c'était un truc comme ça. J'ai quand même des mecs qui me disent qu'il n'y a pas d'avenir. Bienvenue sur Parole de franchisé, le podcast qui va à la rencontre des franchisés Wicar. Je suis Romain Barraud, fondateur de Wicar, et dans cette série, nous allons vous faire partager un moment sincère et authentique entre professionnels automobiles passionnés. Nos franchisés vont tout vous dire sur leur parcours, leur expérience, ce qui les a motivés à devenir leur propre patron et bien évidemment leur aventure entrepreneuriale avec Wicar. Alors montez le volume et rendez-vous au premier virage. Aujourd'hui, je reçois nos franchisés de Wicar Reims, donc avec Guillaume et Jean-Baptiste. Comment ça va les gars ? Très bien. La foi, très bien. Bon, impeccable. Aujourd'hui, on va aborder dans cet épisode un petit peu votre parcours, votre expérience, qui est riche, parce que vous avez pas mal travaillé aussi chez le constructeur jusqu'à temps de devenir votre propre patron avec votre agence à Reims. On va un peu aussi aborder dans un deuxième temps ce qui vous a motivé à devenir votre propre patron, comment vous avez connu Wicar, et puis surtout ce qui intéresse tout le monde, c'est un peu le retour d'expérience sur votre parcours entrepreneurial. Comment vous avez vécu les choses jusqu'à présent, parce que ça fait bientôt 2 ans que vous nous avez rejoints et sur une ville dynamique comme Reims, vous en avez vécu des choses. Donc il faut nous raconter un peu tout ça. On pourra pas tout dire. On pourra pas tout dire, en tout cas on essaiera d'en dire le maximum. Est-ce que ça vous va comme programme ? Super. Très bien. Bon, brièvement déjà, peut-être on commence par toi Guillaume, te présenter brièvement qui tu es, quel âge tu as, etc., etc. Avec plaisir, donc j'ai 33 ans, donc moi ça fait 5 ans que je suis revenu à Reims, donc nous en fait avec Jean-Baptiste ça fait 15 ans qu'on se connaît, on était à l'école ensemble, et puis on s'est suivis dans des parcours assez similaires. Je suis passé par différentes étapes chez les constructeurs automobiles, notamment chez Volkswagen en 2015, ensuite chez Mercedes, et ensuite chez les distributeurs. Donc j'ai vraiment vu les deux parties du business, et donc avant l'expérience Wicars, avant de créer la structure, j'étais directeur de concession à Reims, donc vraiment dans un système classique. Et donc c'est là où, après Jean-Baptiste va raconter, on a eu l'occasion de travailler ensemble chez un distributeur. Ouais. Et c'est là où on s'est dit, c'est dommage de faire ça pour les autres. On va creuser. Et toi, donc JB, dis-nous un petit peu, t'as quel âge ? Est-ce que t'es de Reims à la base ? T'es arrivé depuis combien de temps ? Brièvement, dis-nous un peu tout ça. Donc c'est les Marnais à la base. Donc comme il disait, on s'est rencontrés à Reims. Moi, donc 34 ans. Ok, donc vous avez à peu près le même âge. Exactement. Il est plus vieux quand même, enfin ça se voit. C'est la sagesse. Exactement. C'est ça. Parcours en parallèle de Guillaume, toujours automobile, Ouais. mais plutôt côté après-vente. Ok. Donc moi j'ai commencé ma carrière chez Pirelli, le pneumaticien. Là j'ai fait 6 ans, j'ai vu beaucoup de choses de ce point de vue-là. Et ensuite je suis parti chez le constructeur, donc chez Volvo, où là j'ai été zone manager pour la pré-vente sur la partie Île-de-France. Ok. Donc j'ai géré les 12 concessions grosso modo d'Île-de-France sur les garanties, les critères qualité, etc. L'achat pièce. Ça a duré 1 an, très belle entreprise. Mais j'avais besoin de mouvement, que ça bouge un peu plus. Ouais. Et j'ai rejoint du coup Guillaume qui m'a proposé une opportunité à Reims. Donc il était directeur de concession chez Kia. Et il m'a proposé de le rejoindre sur la partie véhicules d'occasion. Ok. Bon. Donc j'ai repris la gestion du groupe. On était sur un groupe qui se développait dans plusieurs villes. Et on a besoin de quelqu'un pour s'occuper du développement. Ok, on va creuser cette partie-là. On va commencer peut-être un peu plus détaillé par Guillaume, puis après comme ça, JB, on passera avec toi. Donc, t'as fait quoi comme étude à la base spécifiquement Donc, nous, on s'est rencontrés en classe préparatoire à Reims. Classe prépa. Prépa quoi ? Prépa éco. Ok, donc ambition d'aller en école de commerce. École de C'était commerce, clairement le donc c'est là où nos chemins se sont séparés. Moi, je suis parti à Rennes, en Bretagne, big up. Et Jean-Baptiste il est parti à Dijon. Donc on a eu des... Vous êtes rencontrés en prépa après Reims, le bac. Ouais. Donc à 18 ans en gros. 18 ans. C'est ça. Ok. Et après, nos chemins se sont séparés. Ok, donc toi t'as été à Rennes. Ouais. Donc t'as eu l'école de commerce de Rennes. Ouais. Et JB, Dijon. Dijon. Ok, Dijon parce que je voulais travailler dans les vins et spiritueux. parfait.
Et tu vois aujourd'hui. Il y travaille pas, mais il consomme. Il consomme, voilà. Avec il travaille modération. à faire marcher le commerce. Ah, s'il y avait que des JB, il n'y aurait pas un vigneron qui ferait la gueule. La relance passe par ça. Ok. Merci JB pour le plan 2030. Les vignerons te remercient. Donc du coup, toi Guillaume, tu vas à l'école de commerce de Rennes. Ouais. Tu fais 3 ans. Oui, 4 ans parce qu'il y a une année de césure. Ok. Donc je pars... Non, c'est ça, je pars 6 mois en Angleterre en échange et ensuite je fais une année de césure. Et c'est là où je commence mes premières armes dans l'automobile. Donc en première année d'école, donc à 20 ans, je fais un premier stage en concession. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que là aussi, nos parcours ont vraiment été similaires. Moi, j'étais en concession, en commerce chez Volvo à Rennes. Et JB, c'était chez Peugeot. Chez Peugeot, Riester, en Seine-et-Marne. En Seine-et-Marne. Donc, vraiment, au même moment, on était en concession. Donc en stage, en première année d'école de commerce. Découverte. Donc à 20-21 ans, quoi. Tu suis le vendeur et tu fais un peu le larbin. Ouais. Et donc c'est vrai que ça nous a mis un pied tout de suite. Nous, on avait toujours... Donc vous étiez potes, donc vous vous teniez au courant. Ouais, c'est ça. On toi t'es là, moi je suis là, quoi. Et puis tu sais, à Reims, on avait toujours fait le tour des concessions, on était toujours allé voir les voitures, on a toujours fait ça. Et du coup, là, on se retrouve de l'autre côté du miroir, donc c'était super intéressant. Et donc moi, quand je suis à Rennes, j'ai eu envie de pousser de l'autre côté. C'est là où j'ai intégré Volkswagen, chez le constructeur, pour le coup. À la suite de tes études. Non, là, c'était pendant les études. Pendant les études, en césure, ouais. Donc je voulais vraiment voir. C'était 1 an ou 2 ans après, quoi. Exactement. Et donc t'as fait 1 an. J'ai fait 6 mois chez Volkswagen. Ensuite, 6 mois, je voulais voir autre chose. Je suis parti dans la bière. Ouais. Rien à voir, chez AB InBev. D'ailleurs, très bien. J'y suis resté. Vous rejoignez sur les spiritueux. Ouais, exactement. C'est les deux passions. Ouais. Et donc, après mes études, je suis passé en alternance en dernière année chez Sixt, dans la location courte durée. Donc, toujours dans le milieu automobile. Super boîte. Et je suis resté... À Rennes, toujours. Du coup, chez Sixt, c'était à Paris en alternance. Et ensuite, j'ai été 2 ans commercial à Toulouse. Ok. Dans la belle ville rose. Et c'est un parcours assez diffus. Et j'ai touché à pas mal de choses. Après Sixt, j'ai eu une première expérience entrepreneuriale. Donc, j'ai ouvert une épicerie vrac à Thionville en Moselle. Donc là, t'avais 25 ans, quoi. J'avais 23, 24 ans, ouais. c'est ça. À Thionville. Donc là, t'es reparti au nord, dans le nord-est. En fait, je voulais vraiment un cadre de vie plus sympa que Toulouse. Donc, si tu veux, moi, la montagne à 1 heure, être à 3 heures à 2 heures de la Méditerranée, 3 heures du Pays Basque, tu vois, ça m'allait pas. C'était pas ton truc. Thionville. Pas très loin du Luxembourg. T'es bien, quoi. C'est beau. C'est frais. C'est frais, t'es bien. Thionville, t'es bien. D'ailleurs, nos amis de Thionville, les Messins, c'est quoi Moselle là-bas? C'est Moselle. Moselle, mettez-nous des commentaires, insultez-le. Non, moi j'y ai vécu. Adoré en plus. J'ai eu un magasin, j'y ai vécu, j'ai encore des très bons amis. Donc c'était une franchise? Non, on a créé. On a créé donc avec sans enseigne. Sans enseigne, avec mon ex-compagne. Bio? Oui, bio et vrac. Ah ouais. En fait, Toulouse... Donc t'étais vraiment amoureux. T'as lâché l'automobile pour faire ça. 2018. On lui passera le bonjour. Toulouse, c'était vraiment la mecque. T'avais le drive tout nu qui était le premier drive zéro déchet. T'avais les premières épiceries zéro déchet. T'avais une vraie avance à Toulouse. C'est une ville qui est assez intéressante pour ça. Et du coup, on s'est dit, c'est tout. On avait envie de se lancer avec Camille à l'époque. Et elle était de Moselle. Moi, j'étais des Ardennes dans le nord aussi. Donc, on est remonté. Et la Moselle, c'est. Donc, t'as quitté Sixt? Ouais, j'ai quitté Sixt. Et t'as un attrait économique en Moselle avec le Luxembourg. Ouais. C'est les frontaliers. C'est une terre de bagnole, hein. Ça consomme de la belle caisse. À mort. Ouais, et du coup, quand l'aventure avec l'épicerie, l'aventure avec mon ex-compagne s'est terminée, je suis retourné dans la voiture tout de suite. Et c'est là où je suis parti chez Émile Frey. Donc la rupture a fait à la fin du business, en gros. Enfin voilà, fallait citer. Pour moi j'ai vendu. T'as vendu tes parts. J'ai vendu mes parts, je suis parti. Et ça s'est très bien passé. Et donc c'est là où j'ai atterri à Reims en 2020. Chez Émile Frey. Et donc là, on a commencé. C'est vraiment le cas typique. T'es à la fin de la vingtaine, tu te retrouves célibataire. Quelle marque? Chez Émile Frey, ouais. Toutes les marques, parce que j'étais responsable du financement. Donc j'intervenais sur une dizaine de marques. T'es rentré en tant que FM? Mais uniquement pour les sociétés. Donc en fait, j'allais chercher des grands comptes. Ok. Et j'intervenais uniquement avec les vendeurs sociétés entre Metz, Reims et Lille. Ok, donc pour ceux qui... On va redonner un petit peu de contexte pour ceux qui sont pas hyper au fait avec l'automobile, en tout cas les concessions. C'est vrai qu'il y a quelques années, les concessions ont voulu mettre des postes spécifiques pour faire du financement. C'est ça. Ce qu'on appelait les Financial Managers, donc les FM, qui se souhaitaient dédier, parce que c'est vrai qu'à un moment, le financement, c'est devenu un vrai métier à part entière, avec des compétences bien spécifiques chez le concessionnaire.
t'avais le FM qui s'occupait vraiment des offres plutôt à particuliers. Et après, ils ont créé vraiment une filiale dans le financement pour aller concurrencer les loueurs longue durée, en fait. Arval, ALD, Athlon, Alphabet. Donc le but, c'était vraiment de créer une offre au sein d'Émile Frey, qui est quand même le premier distributeur européen de véhicules, pour aller chercher ce volume-là. Ok. Et donc t'es revenu dans l'automobile dans cette case-là, par le côté financement, 2020, mais sur le marché des pros. Que des entreprises, que des sociétés. Ok. Et donc plusieurs marques. Ouais, notamment Volkswagen, tout le pôle Volkswagen, Nissan et Renault. Ok. Renault et Ford, il y avait très beau groupe. Ouais, t'étais énorme. Et gros groupe, et en tout cas, milliards de chiffres. C'est le numéro 1, je crois d'ailleurs. Numéro 1 européen. Européen. Ouais. Ok, donc tu as tenu en fait une bonne expérience pendant peut-être 1, 2, 3 ans là, à peu près. Ça a duré 1 an, et ensuite j'ai eu l'opportunité d'arriver chez Kia. J'ai commencé responsable de site pendant quelques mois, et ensuite je suis passé directeur de 2 concessions à Reims et Charleville-Mézières. Et là, c'était une opportunité en or parce que j'ai appris. C'est clairement ces 2 ans-là où j'ai le plus appris dans l'automobile. Donc là, tu t'es retrouvé en autonomie, oui, face au business. Ah, t'as les clients d'un côté, les clients pro, le constructeur, et t'apprends tout en direct. Et on était en relation, je dis parce que après JB dira, on a été dans le même bateau à ce moment-là, on était en relation directe avec l'investisseur. Donc t'avais vraiment des choix ultra intéressants, on a pu se développer sur le véhicule d'occasion dans d'autres villes. Donc l'investisseur c'était le patron entre guillemets, mais qui n'était pas opérationnel, pas plus que ça quoi. Qui avait beaucoup d'activités, donc qui à un moment était obligé de déléguer. Et qui arrivait pas toujours forcément, donc ça pouvait aussi créer des complications. Parce que mais en même temps, tu peux pas être lâché dans la nature avec piloter un groupe qui fait près de 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on arrive à avoir une dizaine d'années d'expérience, mais je me rends compte qu'il y a des postes qu'on a eu, en tout cas là où je suis passé, où on était jeunes, on était trop jeunes pour les avoir, pour vraiment capter l'ensemble des positions. Et c'est un peu le problème de nos générations, c'est de la carrière comète, c'est-à-dire qu'on reste jamais assez longtemps au même poste. Tu vois, nous on est entre guillemets habitués tous les 2 ans, où on te dit si tu changes pas, t'es obligé de changer de boîte pour aller chercher un meilleur salaire et autres. Et sauf que pour créer ta vraie expérience, faut faire comme Jean-Baptiste a fait chez Pirelli, où tu restes 5, 6, 7 ans dans la boîte, sur le poste, pour vraiment aller créer de l'expérience, quoi. Être en maîtrise du sujet. Et donc là, chez Kia, ça a vraiment été le plus formateur, parce que t'es dans le dur tous les jours. Et c'est là aussi où tu vois les limites du système de la concession et de la distribution automobile, comme c'est en train d'évoluer aujourd'hui. Ouais, ok. Bon, on va passer à toi un peu, JB. Donc toi, on prend le fil. Voilà. Prépa. À Reims. Dijon. Spiritueux. En tout cas, c'était le but. Exactement. Ok. Donc t'es à 20 ans, en gros, t'es parachute à Dijon. Exactement, très belle ville aussi, très agréable. Ouais. C'est pas qu'une seule ville pour descendre à Lyon, ça mérite vraiment. Ouais, non, très dynamique. Très très sympa. Donc j'ai commencé à tester des spiritueux locaux. D'accord. Mais en parallèle, j'étais quand même un peu à l'école. 6 mois aussi à l'étranger, parce que dans nos parcours, c'était une prérogative, et tant mieux, parce que ça permet d'ouvrir un peu l'esprit. T'es parti où ? Argentine. Ah oui, une vraie destination. Ça change un petit peu de l'Irlande. L'Irlande, c'est pour les rigolos. Argentine, c'est la vraie. Pour les boursiers. C'est différent. Non, très belle expérience. T'as travaillé chez qui là-bas ? Ah non, c'était un échange universitaire. Ah ouais, ok, t'étais en cours. Voilà, donc j'ai vu un petit peu l'université et beaucoup le pays. Ok, bon, t'as raison, faut en profiter. Exactement. Tu peux pas y aller tous les jours. Hein. Tout à fait. Donc 6 mois en Argentine, retour à Dijon, et ensuite pareil, année césure, puisque comme on vient de prépa, et donc c'est juste après le lycée, on avait très très peu d'expérience en fait, nous, professionnels. Et donc on savait aussi qu'à l'issue de l'école, si on n'avait pas boosté un peu notre CV, on aurait du mal à pouvoir arriver sur le marché du travail. Donc année césure, 6 mois chez General Motors à l'époque, donc en gros 2014-2015, donc la fin de Chevrolet. Il était en train de partir. Et moi, chez Opel, du coup, principalement. Et en concession ? Au siège. Et le siège qui est... Ah ouais, en région parisienne. À Argenteuil. Donc là, c'était intéressant, puisque moi, j'avais fait mon stage de vente, là où il l'a fait chez Volvo, donc chez Peugeot. Et donc, je passais d'une concession d'un petit site, un petit groupe, finalement, régional, à un siège social d'un constructeur, avec tous les services qu'on peut imaginer. Moi, j'étais au niveau du marketing à la prévente.
avec voilà, des lancements de produits. Enfin, on découvrait aussi ces coulisses-là avec une puissance financière énorme et des cultures d'entreprise complètement différentes. Des Américains. Exactement. Et du coup aussi une dualité, parce qu'une boîte américaine, mais dirigée aussi par des Allemands en Europe. Et donc, c'était des Allemands qui... Voilà, donc quelque chose de très, très étonnant à vivre. Un bon mariage, ça. Les Américains avec les Allemands, en train de faire du business tous les deux, c'est deux manières de... Bon. Deux manières de... Je sais pas, mais... C'est pas une franche réussite, sur la fin. En tout cas, une Chevrolet Cruze, on en a vendu, hein. Des Cruze et la petite citadine, là, c'était laquelle, la Spark. La Spark. Pour trouver des pièces aujourd'hui. C'est les deux qui sont vendus, quoi. Ouais. Après, ils se retirent du marché. Ouais. Mais ils ont fait 4 Cruze. Non, les Cruze, les vendait. Les Cruze, on les vendait à l'époque, hein, 2014, 15. Non, il y en a eu. Non, mais c'est une marque qui a bien en qualité-prix, c'était pas cher. C'est vrai. En tout cas, voilà, très belle. Donc t'es là-bas. Très belle culture d'entreprise. Mais pas à la vente. Siège, partie un peu plus market, back-office. Après-vente, ok. Après-vente, c'est ça. Donc, très intéressant, un bon pied dans l'automobile. Et après, donc c'était 6 mois, et j'ai fait 4 mois complètement différents, où je suis parti dans les glaces, donc pour Pomona, qui était le principal distributeur de relais d'Ormico. Et là, commerce pur. Donc, en fait, ils testaient un projet à Paris. On était 4 stagiaires, et on avait découpé Paris en 4. On avait chacun une camionnette avec les glaces à l'intérieur. Et là, il fallait aller taper sur tous les sites qui faisaient de la vente de glace. Donc les restos, tout CHR. Alors c'est ça, CHR. Resto, bar. Les boulangeries notamment, etc. Donc tous ceux qui ont les petits frigos micro là. Parce qu'à Paris, il y a un débit de malade. Donc c'était une livraison par jour. Sauf qu'il y avait certains sites qui nécessitaient plus de livraison, surtout en période touristique. Voilà. Et nous, notre but, c'était d'aller en remettre de la marchandise dans ces lieux-là. Et d'ouvrir au passage, du coup, dans Paris, d'autres points de vente. Donc c'était, voilà, métier de livreur, commercial. C'était assez étonnant. En transit dans Paris, quoi. La circulation, c'est difficile, mais pas autant qu'aujourd'hui. Pas autant qu'aujourd'hui, mais avec son lot de surprises. Donc là, à la dure, quoi. Porte à porte, par des commerçants qui n'ont pas le temps. Mais complètement. En pleine saison touristique. Et se faire un trou qui t'écoute là-dedon, quoi. Là, c'est à la dure. Mais c'est ultra formateur. Bah oui, là, tu résistes à ça, il peut rien t'arriver derrière. Non, c'était. On avait mangé beaucoup de glace cet été-là. Oui. Ouais. T'avais le droit de une ou deux. Tester la marchandise. Bah, évidemment. C'est normal. Voilà, donc rien à voir, mais très formateur aussi. Ok. Dernière année à Dijon, donc à défaut des vins et spiritueux, management des PME, entrepreneuriat des PME. Moins sexy, mais tu efficace aussi. Je crois. On va vérifier quand même. Et donc, stage de fin d'études chez Pirelli. Ouais. Qui a débouché ensuite. Donc le pneumatique. Exactement, qui a débouché ensuite, du coup, sur une histoire de 6 ans. Et l'usine, elle est où ? Il y a plusieurs usines. L'usine principale, c'est à Turin. Ouais. Voilà, mais sinon, maintenant, l'usine principale, elle est en Roumanie d'ailleurs. D'accord. Slatina, qui produit notamment les pneus de Formule 1, etc. Mais une marque, alors là, c'est pareil. Une culture d'entreprise, on en parlait tout à l'heure, par rapport à General Motors, complètement différente. Ouais, des Italiens et des industriels. Exactement. Rien à voir. Italienne à 100%. Et toi, ton rôle, c'était quoi, qu'on comprenne ? Donc, moi, je m'occupais du marketing événementiel. Donc, en gros, je m'occupais de certaines marques partenaires Pirelli. Donc, Pirelli plutôt haut de gamme, donc la Formule 1. Et moi, je m'occupais de la relation notamment avec BMW, par exemple, Ferrari, Jaguar. Donc, t'étais où ? T'étais un bureau au siège France ? Au siège, à Villepinte. Ok. Siège France. Siège France, petite équipe, petite filiale. C'est pas un gros marché, la France, pour Pirelli. Le plus gros marché en Europe, c'est l'Allemagne. Forcément. Évidemment. BMW, haut de gamme. Tout à fait. Et donc là, 4 ans de marketing, à organiser des événements pour défendre le produit, les lancements de produits, etc. Et avec un réseau de distributeurs, du coup, énorme, puisque n'importe qui fait du pneumatique pouvait être un client. Et en France, il y en a une quantité phénoménale. Ouais. Donc déjà, il y a toutes les centrales d'achat. Exactement. Les Noauto, Feu Vert, Speedy, Point S. Ok. Donc cette partie-là, qui sont les plus gros faiseurs, et qui n'ont pas une rentabilité forcément très importante. Ouais. Et toute la partie constructeur, par contre, et notamment avec BMW, où on était la première marque en part de marché chez BMW, qui sont pourvoyeurs de marge. Qui vendent plus cher. Qui vendent beaucoup plus cher. Ok. Bien sûr. Et on bénéficiait justement chez Pirelli de cette force parce qu'on était en premier équipement sur nombre de véhicules haut de gamme, ce qui permettait derrière un renouvellement. Donc souvent, on renouvelle à... Quand un jeu de pneus, c'est, on va dire, 40-50 000 le premier jeu.
de kilomètres. Ouais, ça dépend comment on conduit. Mais... Ça dépend comment on conduit. Mais si on conduit normalement entre 30 et 50 000, Ouais. donc souvent c'est vrai que quand ta caisse elle est à 30 ou 50 000, en gros entre la deuxième, troisième année, bah tu refais l'effort de mettre du pneu de qualité. Surtout c'est ça. sur Haut de gamme. des voitures haut de gamme avec une belle, je sais pas, 18, belles 19, montres, 1 pouce, exactement. etc. Exactement. Ok. Voilà, et ensuite, donc 4 ans sur cette partie-là, événementiel marketing, et 2 ans en retour au commerce. Donc moi, j'ai toujours fait un peu l'inverse. C'est toujours, je suis parti du marketing, et ensuite, je suis parti dans le commerce. Et là, 2 ans au commerce, mais là, c'est pareil, dans le dur, récupérer 6 départements, donc pour Pirelli. Et là, pareil, il y a un listing évidemment de clients existants qu'il faut faire pérenniser et augmenter le mix. Donc là, Et par contre, démarchage commercial aussi, terrain, quoi. commercial T'avais terrain. une bagnole et tu faisais le tour de tous les départements. Exactement. Ok. Donc, ultra intéressant aussi, parce que secteur très, très, très concurrentiel. Donc là, t'es reparti en région. Basé à Reims, Ok. du coup, et j'ai rayonné autour de Reims. Autour de secteur, ouais. Ok. Voilà. Donc en gros, de Ardennes, Paris Aisne, jusqu'à peut-être exactement. Metz, quoi. En gros. Non, Ardennes, Aisne, Seine-et-Marne, Aube Ouais. et Yonne. Donc là, on démarche les. Et là, c'est Et parti, on- on prend sa petite valise et puis on y va. On débarque chez des gens qui font peu de pneus, qui en font énormément, qui ont des affinités depuis des années avec des manufacturiers. Où il faut se faire sa place, il faut défendre son produit. Mais c'est passionnant. Hyper formateur. Hyper formateur, ouais. Ok. Et Là. donc après, va arriver le moment à peu près, si je me trompe pas, Ouais, où y a- tu vas à peu près. Il y a juste un tout petit interstice entre les deux. Après Pirelli, après 6 ans, moi j'étais un vrai bébé Pirelli, hein, donc c'était ma formation principale. Ouais, 6 6 ans, c'est long, comme tu disais. Ouais, T'as une expérience profonde qui Oui. permet de la maîtrise du sujet. C'est ça. Après, tu connais la boîte par cœur, tu t'attaches aux gens, évidemment, parce qu'en plus, c'était une boîte sur laquelle les gens restaient, donc il y avait une vraie culture. Puis comme tu dis, petite filiale, donc une proximité entre les gens. Complètement. Il n'y a pas 10 000 personnes, quoi. Et tu arrives à un moment, en fait, où tu dois faire un choix. Hein, c'est soit tu évolues en interne, soit tu vas voir aussi autre chose. Donc, j'ai eu une proposition d'évolution en interne sur un poste de CAM, donc les grands comptes, pour justement négocier avec les centrales dont on parlait tout à l'heure, Speedy, Noroto, etc. Ou une opportunité, du coup, chez Volvo, chez le constructeur, la filiale France, pour devenir zone manager après-vente sur Paris. Mmh. Donc j'avais les deux et j'ai senti qu'il fallait que j'aille voir aussi ailleurs autre chose. Et c'est comme ça que je suis arrivé donc, chez Volvo. Ok. Culture d'entreprise, Suédois. une troisième. Chinois. Et t'es encore un peu chinois? Non, T'es- suédois. Suédois. En tout cas, sur la partie française, 100% suédois. D'accord. Encore un autre truc. Encore un truc complètement différent. Gros choc en venant de l'Italie parce que tu es habitué à bosser très bien, mais alors dans une désorganisation relative et dans une urgence absolue. Méditerranéen. Exactement. Où on Last arrive minute. sur un Ça, truc. tu connais, hein. Attends, T'es pas passé chez Pirelli, toi. non, moi je suis plutôt suédois. En tout cas, c'est plutôt ce que je vise. Où on passe donc à une organisation avec des plans qui sont construits sur la durée, où on n'en bouge pas trop d'un iota, avec des gens qui représentent aussi ces projets-là très cadrés, très posés. Avec, c'est vrai, c'est pas une légende, hein, l'humain vraiment au cœur de la machine. Donc il y a une vraie bienveillance, pas au sens péjoratif du terme, mais vraiment. L'humain au cœur. Pas dévoyé, quoi. Pas du tout. À la scandinave, C'est quoi. le sens pur du mot. Même niveau client. Ouais. Le client toujours devant. Et t'en as pas parlé pour Mercedes, mais pour moi, avoir fait le lien justement entre un constructeur et son réseau de distribution, qui est quand même un lien très particulier, très fort, un respect et une entraide chez Volvo, qui existe à mon avis peu. Ouais. Donc quelque chose de très agréable, où tu découvres aussi un autre monde. Pareil, une puissance financière de constructeurs, d'industriels, qui poussent des produits, qui développent, qui innovent. En plus, Volvo, sur la partie innovation, c'est quand même quelque chose d'important. Puis chez les constructeurs, à ce moment-là, c'est des moments charnières parce qu'ils sont en train de partir sur des gammes 100% électriques. Tu vois, donc ils sont en train de se poser des questions pour les 15 ou 20 prochaines années. Et toi, tu es chez le constructeur et tu dois expliquer ça à la fois au réseau, former les gens, Bien sûr. accompagner le Les changement. rassurer, bien sûr. Les rassurer, parce que JB sur la prévente, tu passes de moteurs thermiques avec des révisions, des vidanges, des courroies à faire, à des voitures électriques où il n'y a plus de révision et tu vas dire à ton distributeur ou au mécanicien que tu vois ou au mec qu'à un moment il va perdre son job. En tout cas, on aura moins besoin de lui. Ou alors, il faudra se former différemment. On va réduire la voilure de l'atelier, etc. Et donc, t'accompagnes tout ça, mais sans même toi avoir beaucoup de réponses, parce qu'aujourd'hui, quid de ce qui va se passer dans 10 ou 15 ans, personne ne sait en réalité. Donc, c'est des moments vraiment à vivre plutôt compliqués. Ah ouais. Donc, quand t'arrives chez voilà. le concessionnaire, autant le mec, il a mis ses sous, il mise sur la marque, donc autant dire qu'il a pas envie que ça soit coulé dans les 5 ans. C'est clair. Et autant toutes les équipes, elles sont là. Faut savoir aussi ceux qui l'envers un peu du décor, hein, c'est que
ça coûte cher. Autant c'est un investissement personnel pour les gars de l'atelier de rentrer chez un constructeur parce qu'ils sont hyper formés longtemps avant de maîtriser le sujet. Ça coûte cher pour le concessionnaire parce que le gars il met de l'argent pour former ses équipes. Et c'est pas des mécanos qui font juste de la petite vidange, quoi. Et puis t'es dans des marques où il y a différentes strates. T'es concessionnaire, mais on parlait d'Emile Frey tout à l'heure, t'es un groupe qui fait 4, 5, 6 milliards de chiffre d'affaires. Bon bah tu peux encaisser qu'une marque évolue dans tel ou tel sens. Mais t'es concessionnaire d'une marque depuis quelques années, t'as pas forcément les finances nécessaires pour accompagner le changement, quoi. Donc ça peut aussi remettre en question ta capacité à évoluer dans ton business. Et chez Volvo d'ailleurs c'est intéressant parce que c'était un des réseaux où la concentration n'était pas encore très importante. Ouais, il y avait plein d'acteurs. Moi à l'époque où j'y étais, Emile Frey venait d'arriver avec une seule concession. Ouais. Donc c'est très peu. Ok. C'est vrai. Donc Après Volvo, Guillaume m'appelle. Guillaume t'appelle. J'ai quelque chose à proposer. Vous vous rencontrez. On vous voyait connaissez toujours, mais le lien a été maintenu et un jour il dit mais on n'avait jamais bossé ensemble. Ouais. Et si tu veux, là on a une vraie opportunité de bosser ensemble et on se voit donc tous les trois avec notre ancien patron et ça matche tout de suite et on se dit ok, il y a des choses à écrire malgré le fait que JB il venait d'arriver chez Volvo, ça faisait 1 an mais l'atmosphère était pas la même et là on avait vraiment dans les mains un challenge à relever, quoi. On nous faisait confiance. Ok. Donc toi tu pousses, JB arrive. Voilà. T'arrives, c'est quoi ton poste ? Donc responsable du VO sur le groupe. Sur le ok. Sur le groupe Kia, mais qui était pour le coup un gros groupe sur le VO, hyper formé. Il y avait, je sais plus, 700 VO. 700 VO. Sur toutes les concesses. En tout, avec les nouveaux sites, ça devait faire 1000 VO. Donc, sur combien de secteurs ? T'avais 3 sites. 1000 VO sur 3 sites ? Ouais. Ah ouais, un gros truc. Donc, ça c'était costaud. 1000 VO, donc on parle de Reims, Charleville-Mézières et Nancy à l'époque. Et Nancy. Nancy qui venait d'ouvrir. Donc c'était costaud, ça sortait pas mal et de que choses. Kia. Enfin, non, du coup, c'était du vraiment. Pour le coup, le VO, Kia, c'était du multi-VO. C'était du multimarque, ouais. Mais le groupe avec que du Kia. Avec 2 concessions Kia. 2 concessions en Kia. VN, 2 concessions Kia. Et 1000 VO, putain, ça. C'est Et pour donc, ça. toi, tu viens en tant que responsable Du VO, véhicule d'occasion. du VO, C'est ça. donc avec tous les commerciaux, tout ça. C'est ça. Et ils étaient combien ? 3 à Reims, 2 à Charleville et 2 à Nancy. Ouais, donc, t'avais 8. Non, ça tournait. Et puis des bons vendeurs. Des bons vendeurs, dont certains qui sont restés longtemps. Parce que tu sais, aujourd'hui, les vendeurs, hein, tu vois, dans le quotidien, c'est des profils qui sont difficiles à faire rester, à faire adhérer au projet sur la durée. Et donc, non, là, c'était vraiment une belle équipe et un VO qui poussait. Et puis, tu sais, c'est les belles années du VO, 2021, 2022. Beaucoup de difficultés à trouver du produit. Ouais, mais quand tu l'as, il partait tout seul. T'avais une capacité d'achat qui était importante. Et donc, c'était vraiment des belles années. Ouais. Mais pour le coup, j'arrive là-dedans, mais c'est pas du tout mon métier de base. Si tu veux, moi, je découvre... la distribution. La partie le commerciale. Bon. Mais du coup, avec plein d'enjeux, qui évidemment aujourd'hui sont nos enjeux du quotidien, mais une rentabilité à trouver, une rotation à avoir, des coûts de remise en état à maîtriser, des délais à respecter, avec des clients qui veulent que ça aille toujours plus vite. Donc, sur un groupe même pas très gros, déjà beaucoup d'enjeux à faire, à maîtriser, à faire le lien entre les vendeurs, l'atelier, voilà, donc... Après, là, c'était au turbin, quoi. Là, dans le dur, fallait faire tourner la boutique. Ouais, complètement. Donc vous deux étiez un peu tous les jours main dans la main, quoi, pour faire avancer le truc, quoi. Là, on a travaillé ensemble sur le véhicule neuf, sur le véhicule d'occasion. On développait les projets ensemble. T'avais des problématiques humaines qu'on réglait aussi ensemble. Enfin, c'est une période qui est pas désagréable parce qu'il y a beaucoup de boulot et ça, tous ceux qui ont travaillé ou qui travaillent en concession le savent. C'est un gros investissement rien qu'en termes d'horaire. C'est être très présent et beaucoup de sujets à traiter tous les jours et tu passes du coq à l'âne toute la journée. Mais à la fin, non, c'était plutôt plaisant. Enfin, moi, j'en garde plutôt un bon souvenir. Bien sûr. Et puis très formateur. C'est ce que tu disais. Ouais. C'est que je pense que c'est là qu'on a appris l'immense majorité de ce qui nous sert aujourd'hui. C'est sans aucun doute. Fallait répondre aux problématiques du moment, un peu dans l'urgence. Donc fatalement, c'est là où soit tu t'écrases, soit tu survis à ça, et finalement tu passes un cap. Bien sûr. Ouais. Donc tu fais des conneries, t'essayes des trucs, mais t'apprends. Okay. Et t'apprends à vitesse grand V. Donc, mais quand même très vite, quand t'es dedans au quotidien, nous on a vraiment eu cette réflexion-là et le moment, je peux te le dire, on s'est vraiment un moment regardé, c'est un matin à 8h, on s'est dit mais bon...
va le faire pour nous quand même à un moment. Et après, ça s'enchaînait très vite. Par contre. Ouais, en fait, tu mets beaucoup de cœur et en fait, à un moment, tu perds le sens de le faire pour les autres. Oui. Tu te dis, à un moment, je vais le faire pour moi, mais Oui. on va y revenir un peu. Mais souvent, petite rétrospective. Tu vois, c'est fait un peu cette première partie là où finalement, on comprend vos parcours. Vous étiez comme ça, vous finissez par vous rejoindre. C'est beau. C'est beau, hein, C'est un beau geste. Ouais, c'est un beau geste. Ouais. J'ai fini comme Le ça. saumon. C'est plutôt vers le haut. Nous, on a la chance de vivre dans un métier de passion, de passionné. Quand il y a l'automobile, de près ou de loin, c'est rare qu'on en sorte. Certains de nos franchisés en sont sortis au bout d'un an, 2 ans, ils sont très vite revenus. On a toujours une histoire affective avec nos voitures. C'était quoi, vous, votre première voiture que vous avez eue? Pas celle que vous avez vendue, celle que vous souvenez? Tout le monde se souvient de sa première voiture. On a eu le Absolument. Moi, c'était une Aigo rouge. Aigo rouge. Ouais. Bon, À 18 ans, quoi. 20 ouais, ans, ça, quoi. mes parents avaient acheté ça pour une première voiture très sympa, très fiable, qui coûte pas grand chose à l'entretien. Et j'avais repeint les enjoliveurs avec une bombe de noir. Ah oui, pour le donner un donner un petit côté tuning. Exactement. T'as pas mis de néon dessous? Non, j'ai pas trouvé. Comme. C'est celle-là que t'as craché ou c'est la mytho? Non, c'est bien la Aigo. Ou la Lego. Punto? Les deux. Oui, ça semblait bien. Donc t'as craché l'Aigo qui a fini de. J'ai craché la Aigo qui a fini à 100 mètres de chez mes parents, chez un voisin. Mais, ok, tu t'es pas fait mal. Un peu, mais pas trop. Voilà, tout va bien. Tout fonctionne correctement. Ok. J'ai eu une grande Punto par La- la suite. Alors, que t'as J'ai recraché. craché. Ok, très bien. Un peu plus loin de chez mes parents cette fois. Tout va bien. Ah, Il commence à couper le cordon. Et enfin, j'ai eu, on va dire, la première Tu voiture. sais que t'avais qui, abusé moi, sur les spiritueux un peu? Non, j'étais fatigué. J'étais fatigué. J'étais fatigué. Ça bosse. Je rentrais Très bien. tard. J'étais fatigué. C'est l'époque où les arbres ils traversaient la route. Et là, j'ai eu vraiment ma première voiture, en tout cas, qui m'a marqué. C'était une Alfa Romeo Mito. Ouais. Et ça, c'était, pour moi, à l'époque, en tout cas, Quand elle est c'était sortie, vraiment. elle Super était caisse. bien. Hein. Ouais. Ouais, c'était vraiment. Bon, par Mon contre, idée de après l'automobile. 100 000 km, c'était compliqué. Faut pas rouler avec. Voilà, faut. C'est des voitures, faut les regarder. Non, mais vraiment, elle était top. C'est des belles Et voitures. hyper dynamique et tout, je m'en souviens bien. Quand je vendais ça dans les années 2014-2015, là. Mais tu sais que même les Giulietta de la même année, c'est Ouais. encore une super gueule. Hein. Ouais, Aujourd'hui ouais, encore, ouais, c'est ouais. des- Alors à l'intérieur, ça vieillit pas forcément bien, mais c'est des super. Même la Mito, ça garde une belle ligne. Bien sûr. Donc, moi, à l'époque, c'était un peu à mon Donc, ça, rêve, c'est celle que t'as bien aimée. Ouais, exactement. Et toi, Guillaume, c'était quoi, toi? Moi, c'est marrant en y repensant, parce que tu sais, vraiment, on vit d'autres choses aujourd'hui, mais du coup, il y a une quinzaine d'années, c'était une Corsa 2, et mes parents l'avaient achetée, et ils l'ont gardée une semaine, parce qu'en fait, il y avait un gros problème, elle se mettait en fait, le frein à main, enfin, comme si tu tirais le frein à main, les étriers se bloquaient à l'arrière, ça arrivait n'importe quand, et c'est arrivé sur l'autoroute. Oh putain, Donc, autant te dire que c'était pas mauvais délire. dans un garage et tout, hein. Et c'était pas une Alfa, hein. Et en Bah. y repensant, tu vois, dans la gestion du service après-vente, comme on le fait aujourd'hui et tout, où vraiment ça a évolué en 10 ans. Et je revois très bien mes parents et mon père qui est pas quelqu'un qui comment Diplomate. définir ? Ouais, c'est pas un diplomate, il a pas cette qualité-là. Et donc il ramène la voiture en disant, bah c'est tout, ça fait une semaine qu'on l'a acheté. Bon, C'est quoi cette merde, quoi? pour reformuler, voilà, en étant un peu, tu sais, ardennais. Voilà. Et donc, je revois le truc. Alors, il y a longtemps, t'es plus jeune, mais le mec lui dit, bah, c'est simple, nous on vous remboursera pas. Alors que la voiture, ça fait une semaine que tu as. Tu sais, on parle pas de garantie, tout ça à ce moment-là. Rien à faire. Ça fait une semaine que tu l'as chez un concessionnaire, hein, donc pas un garage du coin. Et il lui dit, bah, vous devez en racheter une autre. Moi, celle-là, je vous la reprends, mais vous en rachetez une autre. Mais enfin, lunaire, alors que la Rien à voiture, faire. elle bloque les freins, elle est revenue en dépanneuse, machin et tout. Donc Corsa 2, je suis reparti en Corsa 3 à ce moment-là, une semaine après. Et la Corsa 3, j'ai gardé pas mal de temps, j'ai dû la garder 2 ou 3 ans. Et j'ai la voiture qui m'a le plus marqué, c'est quelques années après, j'ai eu une Laguna coupée. Ah ouais. Pour le coup, qui pour moi, une ligne magnifique, un peu Aston Martin comme ça, avec des jantes 18 pouces, Ouais, bâton, dans le magnifique. noir. Ouais. Mm. Franchement, c'est une voiture que j'ai gardée quelques années, très belle. Et je pourrais... Non, on va voir. Ouais, Non. On va voir. Mais t'as raison, par contre, je pense que t'as vraiment raison. C'est un métier de passionné. Alors, parce que c'est un métier, il faut être fou en réalité. Et je pense qu'après, chaque secteur d'activité, les mecs de la restauration vont dire faut être fou pour être là-dedans, du bâtiment, faut être fou pour être là-dedans, mais faut être dedans pour voir ce qu'on vit, quoi. Je veux dire, chacun à notre niveau, que ça soit chez les concessionnaires, dans les agences d'intermédiation, chez les marchands VO, Il y a une intensité. Ouais, puis c'est magique en fait. C'est magique. Après, on a la chance de vivre dans un métier de passion. Comme tout métier de passion, voilà. Pour être performant, il y a une intensité à donner. Franchement, quand tu vois les restaurateurs
50% des business qui se lancent, c'est de la restauration. Moi, j'ai de la peine quand je vois tous ces gens-là qui se lancent là-dedans. Ils savent pas ce qui les attend. Et ils ont jamais fait de la resto. Ils pensent que faire de la restauration, c'est servir des bières et balader des assiettes. Mais en fait, les mecs, ils vont prendre des torpilles. Et les seuls gens qui gagnent de l'argent dans la restauration, c'est vraiment les mecs dont c'est le métier, c'est de l'expertise. C'est pour ça que souvent, nous, on met en avant chez Wicard. On ne veut pas faire croire à des boulangers, des passionnés de bagnole, qu'en fait, ils vont vendre des voitures et dans un an, ils roulent en Ferrari. C'est pas vrai. Non. Et faire croire à des gamins, des jeunes de 22, 23, 25 ans, qui sont passionnés de bagnole grâce à Instagram, c'est cool. Mais les gars, faites comme vous, quoi. Faites comme JB et Guillaume, faites les armes, quoi. Combien d'affaires rentables dans tout ça? Combien d'affaires rentables et combien d'affaires qui ferment au bout de 6 mois? Les affaires rentables, ils sont là où les mecs, ils ont la compétence. Et à un moment, faites vos armes comme vous deux, et c'est là, un moment, quand vous aurez 30, 35 ans, que vous allez pouvoir monter votre affaire et vous assurer pas d'être dans un cauchemar, quoi. Ouais, c'est parce qu'après, bon, on pourrait divaguer, mais c'est aussi tout l'entrepreneuriat en France et la gestion de société qui est pas la plus simple, on va dire. Alors, c'est pas pour faire toujours le même discours et taper sur l'État ou autre, mais c'est vrai que t'as intérêt d'être bien armé. Sans parler du domaine de l'automobile, si tu veux ouvrir une structure, entreprendre en France, t'as intérêt d'être bien armé. T'es bien aidé, mais on t'en demande aussi beaucoup. Donc c'est vrai qu'il faut quand même être solide. Et d'ailleurs, tu vois, parce que t'as amené t'as fait pas mal de podcasts, et c'est vrai que t'as pas souvent eu 2 personnes. Et nous, je dirais que c'est une des forces, et à chaque fois qu'on réfléchit un peu, qu'on prend de la hauteur, on se le dit, que l'histoire n'aurait pas été la même si on n'avait pas été tous les deux dans le business. Et je pense plus d'une fois, lui comme moi, tu peux vite lâcher en fait. Ouais, bien sûr. T'as des hauts, t'as des bas, et c'est important de pas être de compenser. Les gars, on va avancer. Du coup, ce qui vous a amené à réfléchir à devenir votre passion, vous le disiez tout à l'heure, côté un peu frustré, on met beaucoup de cœur, on met beaucoup d'énergie. Peut-être que des fois, on n'est pas toujours récompensé à la hauteur de ce qu'on voudrait. Et là, on se dit, tiens, qu'est-ce qui vous amène à envisager de venir, parce que vous auriez pu changer de boîte ou aller voir ailleurs. Oui, bien sûr. Ouais. Ou aller chez Peugeot vendre du Puretex, ça s'est bien vendu à l'époque. Ça s'est bien vendu à l'époque. C'est vrai. Non, mais je pense que dans ce que tu as dit, il y a une. Pourquoi devenir votre propre patron? Et en fait, le déclencheur, le trigger, c'est lui qui l'a eu. Tu parlais de reconnaissance ou en tout cas d'alignement sur ton travail et puis ce qu'on te rend derrière. Et ce projet-là est né d'une désentente, d'une mésentente entre notre investisseur et Guillaume. Qui du coup ce jour-là se dit est-ce que j'ai pas plus à donner, plus à être récompensé par mon travail pour moi-même, et de là on a une discussion qu'on n'avait pas eue depuis un moment quand même. En fait, le projet d'entreprendre, il avait toujours été présent, mais on retrouve des documents de 2012 où on s'est dit vas-y viens, on ferait bien ci, bien ça, ils ont des idées. Ah oui, épicerie bio en vrac. Ça, c'est pas l'idée, c'est une idée engagée. Je te remontrerai des plans qu'ils ont eu il y a 12 ans sur des applications. C'était novateur. Regarder un match de foot avec des copains, enfin bref, heureusement qu'on n'est pas parti là-dedans. Mais vous aviez un peu la fibre alors. Le truc qui vous titillait, quoi. Ouais, vraiment une envie. Mais tu sais, parce qu'on bourre le mot en école de commerce aussi, ça fait partie, et pour le coup, de vraies valeurs entrepreneuriales. Et du coup, c'est ultra intéressant parce que t'as des mecs qui lancent leur boîte et autres. Mais par contre, je te rejoins, c'est bien de faire ses armes avant. Et peut-être qu'on aurait pu se lancer avant, ça aurait été différent, on fera pas l'histoire. En tout cas, à ce moment-là, on s'est dit, et ça allait très vite, on s'est dit, ok, effectivement, il y a une mésentente, c'est un élément déclencheur. Je crois que c'était le jeudi, on est parti en week-end le vendredi soir, le mardi matin, on a annoncé nos départs. Ça s'est fait vraiment 48 heures, quoi. Ouais, on a vrillé, on s'est dit allez, on va se lancer. Et du coup, là t'es en février, et nous on a ouvert, du coup on a commencé avec notre propre marque, on a créé une marque, Les Occasionnels. Ouais, c'est ce que j'allais vous dire, c'est-à-dire que du coup vient l'idée de se créer votre propre patron. Oui. Votre raisonnement au début, vous avez un raisonnement différent par rapport à nos autres franchisés. Donc vous avez démarré, vous êtes dit on va créer notre truc. Ouais. Indépendant solo. Voilà, d'achat-vente classique, de d'occasion en négociant. Mais parce pas le mandat, ça vous a pas botté au début du mandat. Tu sais, c'est une déformation, je pense, aussi professionnelle. Tu as vu nos parcours. Ouais. Les constructeurs, les concessions. Ouais. Nous, finalement, on est dans un moule très traditionnel. Donc, on se dit. Donc, un VO, si tu veux le vendre, il faut l'acheter. Il faut que ce soit du stock. Bien sûr. Tu vois, même à ce moment-là, vraiment, on y repense. C'est mes voitures, quoi. Mais je pense qu'on en parle un peu du mandat, je pense, à ce moment-là.
même plus en rigolant, en se disant, mais de toute façon, ça prendra pas leur truc. Ou tu vois, ça reste une petite agence en centre-ville. C'est pas du tout dans Alors, un peu méprisant. Mais c'est vrai que oui, je le sais, moi, ça fait longtemps que je fais ça, et j'ai vu les gens des concessions au début, ils savaient même pas que ça existait. Puis après, un peu méprisant, mais franchement, je leur en veux pas parce qu'ils connaissent pas, ils ont pas envie. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, l'autre jour, j'ai fait un sondage sur LinkedIn où que pensez-vous du mandat ? Enfin, je sais plus, c'était un truc comme ça. J'ai quand même des mecs qui me disent qu'il n'y a pas d'avenir. Alors qu'aujourd'hui, il doit y avoir, je sais pas combien d'agences. Je pense que c'est le même mec qui a dit qu'Apple n'avait pas d'avenir, tu vois, à un moment. C'est chez Nokia. Peut-être que ce mec-là dit qu'aujourd'hui, Apple n'a aucun avenir. Non, mais par contre, tu vois. Là, donc, du coup, traditionnel, plutôt perso. Enfin, votre truc, quoi. Ouais. Faut acheter les caisses, quoi. Oui, voilà, mais parce qu'on vient de là, c'est notre pool. Et puis, clairement, c'est ce qu'on a aussi appris à faire pendant ces quelques mois-là. Et donc, on se retrouve face à ça. Mais là commence le parcours du combattant. Et la plus grosse difficulté dans nos métiers, c'est la trésorerie, c'est d'obtenir les financements. Donc, déjà, trouver le local. Ça a été assez. Donc pour le coup, vous avez trouvé votre local assez facilement. On a eu le coup de bol. Ouais, bon là, pour le coup, je vais pas dire que je vous ai aidé parce que c'est pas vrai. Puisque du coup, vous avez fait le truc tout seul. Non, parce que d'habitude, en tout cas, d'abord, vous trouvez le local. Oui. Bon, ça, vous galérez pas plus que ça. Non, ça va. Un peu pas trop, mais bon, traditionnellement. On était bien installé à Reims, on connaissait la ville, donc c'est vrai que tu as des facilités. Créer votre marque. Ça a été un peu plus long. Vous avez beaucoup réfléchi. Qui s'appelait les occasionneurs. Ça s'appelle toujours. Hein. Ça s'appelle toujours d'ailleurs. C'est JB qui a eu l'idée. Ouais. Et finalement, tu vois, c'est drôle parce qu'on a gardé une ligne téléphonique et on a des appels. Mais alors, peut-être pas tous les jours, mais de gens qui cherchent des voitures. Parce qu'en fait, quand tu tapes voiture d'occasion Reims, le référencement naturel fait que tu tombes sur nous, sur les occasionneurs. Ouais, le nom est quand même très bien trouvé. Donc, non, le nom est original. Couleur énorme. Ouais. Donc, non, la construction de la marque, c'est pareil. Donc, la marque. Finalement, ça va, parce qu'en plus, toi, JB, t'avais fait un peu de market et tout, donc t'étais dans le truc. Mais bon, là, après, on ne vend pas les voitures qu'on n'a pas. Tout à fait. Et pour les avoir... C'est impossible. Exactement. Et pour les avoir, faut les acheter. Parce que vous avez fait ce chemin-là d'avant. J'ai toujours 6 millions de véhicules d'occasion qui sont vendus chaque année, 3 millions qui sont vendus par les pros, 3 millions qui sont vendus par les particuliers en direct, et les 3 millions pour les pros, il résout 3 problèmes majeurs que vous avez résolus vous de votre côté. 1, avoir minimum 200, 300, 400, 500 000 euros pour financer son stock. 2, problématique de stockage, il faut trouver un local et stocker les voitures. 3, problématique de sourcing, les voitures, il faut les trouver. Et elles sont pas sur le bon coin. Il faut savoir les acheter, et ça c'est un métier, c'est une vraie compétence. Mais que vous aviez déjà développé, le local finalement trouvé, et donc le financement. Et donc en fait, si tu veux, t'es dans les bonnes années, parce que autant en 2021, 2022, t'as pas de VO, c'est très cher et autres, autant 2023, 2024, trouver du VO, c'est moins un problème. T'as les fournisseurs, on arrive à en avoir. Mais par contre, l'argent coûte beaucoup plus cher. Et c'est là où on découvre, en fait, tu sais, nous on était encore une fois, on était picousés, les floor plans, 180 jours, machin, enfin voilà, comme chez les constructeurs. En tout cas, pas cher. À 1%. L'argent pas cher. Et là, quand déjà, on fait 5 banques avec des profils, on apportait 100 000 euros, donc 50 000 euros chacun. Pour nous, t'apportes c'est énorme, tu vois. Donc, on se dit, on va quand même être écouté. Et avec des profils depuis 10 ans dans l'auto, à différents postes, dans différentes boîtes. Donc, on arrive plutôt cohérent sur notre projet. 5 banques, 4 refus. 5 refus. 5 refus. Et 6 banques, du coup. Il y en a une qui nous a suivis. Ouais. Il y a une banque qui nous a suivis. Ok. Mais parce que réseau. Oui. Parce que vous n'êtes pas rentré par la petite porte. Ouais, on a quelqu'un qui connaissait quelqu'un. Et donc, finalement, qui vous prête un peu de sous. Oui. Alors, c'est simple. On commence avec... Donc, on apporte 100 000 et on commence avec 250 000. Ok. Donc, une enveloppe de 350. Voilà. Et donc... Il faut faire un peu de travaux. Un peu de travaux, machin. Donc, on va dire que vous dédiez 300 000 euros à l'achat de votre stock. C'est exactement. Ça, à peu près. C'est ça. Donc, vous trouvez vos premières caisses. Oui, donc on commence notamment par l'import, nous. Ouais. Parce que forcément, Reims, proximité avec la Belgique, Luxembourg. Moi, j'avais fait un gros boulot pendant la période entre la fin de Kia et l'ouverture, d'essayer de référencement en fait, de fournisseurs. Et donc, comme ça, le jour où on avait les financements, j'avais plus qu'à appuyer sur un bouton et puis c'était parti. Quoi. Okay. Et donc, on commence l'établissement de notre stock, en effet, avec l'import. Et là, on tourne si tu veux, on commence en septembre. Octobre, on a tout le temps entre 13 et 16 VO. Donc, tu vois, on va faire on tournait bien, parce que, en gros, en moyenne, on va dire, avec 14-15 VO tout le temps, on faisait quand même nos 10 ventes par mois. Donc, ça commence à être propre. Mais en fait, c'est simple, jusqu'en février. Donc, on fait 6 mois, on tire le trait et on se dit, mais tu peux pas en vivre. Ouais, bien sûr. Il faut plus de stock. En remboursant tes prêts,
en payant ton loyer sans se payer, hein, parce qu'à ce moment-là, on est accompagné par Pôle emploi, par France Travail. Donc, on voit pas la fin, en fait. Tu ne peux pas en vivre avec ce niveau de stock-là. Tu vas voir la banque, ils te disent, bah non, attendez, on vient de vous prêter de l'argent, on va pas vous reprêter au bout de 6 mois. Et donc, on réfléchit, on se dit, bah c'est tout, il faut qu'on trouve un autre moyen d'avoir du VO. Et si tu veux, on a vraiment vécu t'as un mur t'as un plafond de verre. Ouais, t'as un plafond de verre. Tu peux pas aller chercher plus de stock. De toute façon, c'est simple. Pour ceux qui aiment un peu les chiffres, et vous pourrez me challenger dans les commentaires, la rotation de stock en France, correcte, en France, c'est 90 jours. Oui. C'est-à-dire que si tu tournes avec 300 000 euros, tu vas faire à peu près 100 000 euros de chiffre chaque mois. À peu près. Il y en a qui vont surperformer, mais en vrai, personne va vous dire je vais vendre 200 000. C'est impossible, ça n'existe pas. Pourquoi ? Parce que sur 300 000, en réalité, t'as 50 000 qui est réservé en attente de livraison. T'as 50 000 qui est payé en transit, ouais. et t'as, avec un peu de chance, pas de chance, 30 ou 40 000 qui est sur parc, en préparation, carrosserie, mécanique, pneus, qui est pas à la vente. Et puis t'as toujours une ou deux voitures, t'as pas fait forcément le bon achat ou autre, Voilà. ça va durer un peu plus en stock. Donc au mieux, 300 000, tu fais 100 000 euros de chiffre, 100 000 euros de chiffre à 10% de marge, c'est à peu près ça le marché. Alors ceux et certains vont être à 12 parce qu'ils sont bons, mais en vrai 20% de marge ça n'existe pas. Donc même 12, mais même 15. T'as pris 15 000. tu sors 15 000 euros de marge, t'es pas ISO. Tu payes un loyer, tu payes le bon coin, tu payes une assurance en expert comptable. T'y es pas. Ça y est. Hein, Donc c'est ce que je me tue à expliquer aux gens, c'est que de toute façon l'équation, les calculs sont pas bons, Kevin, comme dirait l'autre. Mets Donc des paillettes. voilà, mets des paillettes dans ma vie, je veux des paillettes dans ma Mets vie. des paillettes dans ma vie. Donc c'est sûr que en dessous 500 000 euros tout seul, on peut rien faire. D'ailleurs, de plus en plus de négociants automobiles se voient couper leurs billets à ordre, donc leur ligne de crédit, et nous rejoignent. Bien sûr. Parce qu'à un moment, ils n'ont plus de moyens de se financer. Avant, ils se finançaient à 1%, maintenant, ils se financent à 4%. Bien sûr. Et ils peuvent plus, et les banques coupent les billets à ordre. Donc à un moment, ils sont dans le mauvais cercle. On va avancer, les gars, parce qu'autrement, on va partir pour 2 heures. Donc du coup, on se retrouve cette problématique-là. Vous stoppez, vous dites, les gars, ça matche pas. Oui. Il faut qu'on trouve une alternative. Faut Exactement. qu'on avance, quoi. Et là, On en discute. On avait déjà discuté un tout petit peu de ces sujets-là. On avait déjà parlé de Weekars en disant tiens. Comment on nous avait connus ? Sur LinkedIn. Ok, vous avez vu mes posts. Exactement. c'était Romain Barraud. Ouais, c'est moi. Ah, voilà, c'est Non, toi. c'est pas vrai. En vrai, on le voit en vrai. Voilà. vous avez vu ma tête. Donc on Mais avait tiens, parlé un petit peu. ouais. On a dit, Mais vous tiens, avez c'est- vu pas que nous. Donc, vous savez. Clairement, si. Non, bah enfin, non, on connaissait Wigo Oui, par on exemple. connaissait, mais. Ouais. Mais en fait, on en reparle et clairement, l'image Ouais. nous paraissait la plus conforme à, en tout cas, nous. de ce qu'on voulait faisait. faire, voilà, Ouais, c'est sûr que nous, c'est pas étonnant parce que nous, on veut pas faire croire n'importe quoi à n'importe qui. On veut faire des agences le plus rentable de France pour devenir l'enseigne numéro 1 en France. Et pour ça, il faut des gens qui connaissent le métier. Voilà, faire croire à des boulangers en reconversion qu'ils vont rouler en Lamborghini dans 1 an, c'est faux. Et faire croire à des gamins de 23 ans passionnés de bagnole qui, encore une fois, je me répète, qui vont rouler en Porsche chez moi, c'est faux. Non, Donc, en tout cas, vous êtes reconnus là-dedans. Et Je puis, suis tu content, vois, c'est-à-dire qu'on a bien fait notre travail. Le contact est bien, facile. On se rencontre au bout d'une semaine, on descend à Montpellier. Donc en tout cas, vous vous reconnaissez dans l'image de Marc Wicard, vous prenez On contact prend avec contact. moi, Ouais. on fait un premier échange et vous venez. Et ça va très s'est vite. fait, ça s'est fait vite. Et puis tu sais, on avait déjà le local, Vous avez on tout avait quoi. déjà la société. C'est prêt. Nous, on s'est rencontrés fin janvier 2024. Fin janvier 2024. Et on a ouvert le 1er mars. Oui, c'était vite. En un mois. Mais vous étiez déjà opérationnel. Bien sûr. Tout était fait. Ok. Bon, en tout cas, ça a répondu à. Vous aviez déjà des grandes lignes en tête et finalement nos échanges vous ont. Non, puis on était confiants, si tu veux. La rencontre s'est très bien passée. La même façon on sait se parler, on sait se comprendre. Donc à partir de là, c'était lancé. Mais c'était Ok. aussi une découverte, du coup, nous. Puisque c'était le pas mandat. tout monde, bien sûr. Et puis tu Bien vois, sûr. un truc vraiment qui a changé, qui nous a juste fait acter les choses. T'es venu à Reims. T'es venu chez nous. D'ailleurs, on s'est un peu frité parce qu'il y avait les occasionneurs et que voilà, on essayait de trouver chaque marque devait trouver sa place. Mais t'as fait l'effort de venir parce que nous, on a d'autres franchises, on a d'autres activités, ce que d'autres n'ont pas fait. Ben voilà, toi tu viens sur place, on discute. Je sais pas si tu le fais encore aujourd'hui, si Je t'as le le fais temps d'aller. Je fais toujours. tu vois, c'est génial. Mais j'ai envie de le faire. C'est-à-dire que voilà, pour les gens qui demain seront peut-être amenés à me rencontrer, à discuter, nous l'accompagnement c'est le cœur de notre métier, on aime ça, nous on croit profondément que c'est le travail collectif qui paye. Et dans l'accompagnement, à partir du moment où les zones sont réservées, c'est moi personnellement qui accompagne tous nos franchisés. Alors, jusqu'à présent, hein, peut-être que un jour ça sera plus le cas, mais en tout cas actuellement fin 2025 c'est moi qui m'en occupe. Recherche de local, recherche de financement et validation du local. Donc pour valider le local, je me déplace toujours au moins une fois.
C'est très bien. Donc je suis allé partout en France, dans toutes les villes de France, partout, Calais France et de Navarre. et de Navarre, exactement. Au moins envahir des locales et se déplacer pour passer une journée ensemble, Très bien. refaire un petit peu le point et le rétro-planning après pour caler les Non, les mais moments de venir. Ça s'est fait ultra naturellement. Voilà. Vraiment. Notre démarrage s'est fait très, très, très naturellement, très, très simplement. Ok. Donc après, venue formation, on C'est cale tout ça avant découverte, l'ouverture. Découverte d'un monde. Donc découverte qu'on connaît pour pas. vous, Bien sûr. complètement différent. Bien sûr. Oui. Des méthodes Ouais. qu'on Des connaît méthodes, pas. Nouveau métier, de toute façon. Exactement. Vous l'avez vécu comme ça, quoi. Oui. Oui, oui. Oui. Le discours, une fois que tu as intégré la méthode, enfin, le produit reste le même. Donc, bien sûr qu'on a des facilités. Mais par contre, le mandat, tu découvres un nouveau mode de fonctionnement. Tu dois pas négocier uniquement avec l'acheteur, tu dois négocier aussi avec le vendeur. Enfin, en fait, t'es mécanique. entre le marteau et l'enclume. Mais par contre, c'est un double effet qui se coule. C'est-à-dire que, t'as pas de limite de volume. Tu peux avoir C'est 100 pas limité voitures par en ta stock. trésorerie. C'est pas ta trésorerie qui décide. Et 2, t'as pas de limite de prix. C'est-à-dire que t'as pas de prix d'achat. Ton prix d'achat, c'est celui auquel tu n'arriveras plus à négocier avec ton acheteur, en fait. Mais tu peux toujours essayer. Et donc, c'est là où ça devient vraiment une activité beaucoup plus difficile au quotidien que du stock. Parce que du stock, tu sortais les voitures, tu mets C'est des prix, on n'en exigeant. parle plus. Ouais. Mais par contre... Mais beaucoup plus souple. Oui, et puis, en fait, t'as pas de limite de développement. Puis tu peux pas perdre d'argent sur le mandat. Tu peux pas avoir une voiture à perte. Non, Autrement, tu la vends pas. tu sais, après, aujourd'hui, le problème, c'est que on a le SAV, on a les garanties et autres, mais Mais sur le principe, non, sur bien le principe, sûr. tu peux pas. En tout cas, tu peux pas te planter sur un achat. Non, Comme tu Tu le peux pas ferais te planter sur avec- un achat, tu peux pas exactement. compter sur un achat. Donc ça, Mais après, le mandat, ouais, il y a cette double effet. Mais c'est un peu comme si tu étais négociant, mais que tu faisais les achats et les ventes. Oui. tout à fait. Et souvent, on oublie Double casquette. qu'en fait, c'est le même sujet. Oui, Imaginez en concession ou en négociant, le mec, il fait les achats et les ventes. En fait, c'est rare, c'est souvent deux postes. bien sûr. Et nous, en fait, en mandat, on fait souvent les Fais deux. Mmh. En réalité, le négociant fait la même chose. Bien sûr. Mais souvent, il y a deux postes. Donc, c'est comme si tu faisais les deux. Donc, du coup, en tout cas, formation. Et après, on lance. Oui. Ça s'est passé comment les premières semaines déjà? Écoute, Tout de suite. ça a été un peu poussif. Ouais. Ça a été poussif, mais parce que, en toute franchise, on l'a pas pris par le bon bout. Ouais. T'étais un peu stressé déjà ou finalement détente Non, Non, on a Là, juste non, fait non. un mauvais choix. Et l'agenda a été chargé rapidement? Oui. Déjà, ça Oui, c'est oui, important. Oui, par en contre, entrée de mandat, on n'a pas eu de soucis. on est monté très très vite en puissance. Ouais. Mais par contre, si tu veux, On n'a pas bien emmanché le bout, c'est-à-dire que on est parti du principe, nous, qu'on allait utiliser WeCars vraiment comme une activité à côté pour venir renforcer l'activité de Qui était nos- l'activité 1 bis. Exactement. Et les occasionneurs 1. voilà. C'est ça. Mm. Du coup, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on a pris quelqu'un, un agent commercial à l'époque, pour pouvoir faire ce métier-là. Et en plus, ça correspondait à un moment quand même où on augmentait de volume, et où Guillaume, du coup, à cette époque-là, dans l'organisation, s'est retiré un peu de la vente pour faire la partie administrative et traitement des cartes Parce que tu vois, on en revient tout à l'heure, t'es en février, janvier-février, tu fais tes 10 ventes, 8-10 ventes par mois, t'as le temps de faire ton administratif, tu vois ce que c'est. Et là, tu ouvres 8 cars, en mars, c'est le mois de lancement et autres, et en avril, je crois qu'on fait 25 ventes, entre les occasionneurs et 8 cars. Le double. Tu Ouais, passes le- de 8 à 25. Le triple. Bah, tes cartes grises, Tout est ta retard. compta, tes virements, tout triple, C'est quadruple, normal, donc changement c'est plus du tout la même d'organisation, activité. changement de flux. Donc, tu rentres tes mandats, tu gères tes ventes, et en plus, là, c'est le moment où on commence à perdre pied, tu vois, 2, 3e mois après l'ouverture, parce qu'en fait, on n'a pas du tout intégré la croissance de la structure, de l'activité. Et donc, c'est notre erreur stratégique, ça a été de me retirer de la vente pour gérer l'administratif, essayer de colmater un peu les brèches, et en fait, de remettre l'activité WeCars dans les mains de quelqu'un d'autre. Le développement. Ouais, qui n'a C'est pas ça. du tout été au niveau. Dans les mains de le déléguer, quoi. Ouais. C'est De ça. déléguer le développement. Tout à fait. Et du C'est coup, la dernière chose à déléguer. à en venir à douter du système. Mm. Donc nous, pendant quelques semaines, On s'est dit, putain, On se dit- ça marche pas cette histoire. en fait, ouais. ça ne fonctionne pas. Ou il y a un truc qui... Enfin voilà, ça ne fonctionne pas. On nous a vendu un truc, voilà. Romain, ici Non, mais présent, on s'en- nous a vendu non, un mais en truc. plus, on s'appelle même pas à ce moment-là, parce que, tu sais, nous, on a les pieds sur terre, on est des agriculteurs, nous, à Reims, hein, Ouais. donc, on est proche de la terre. Mais donc dans la vigne, quand même. dans la vigne. Ouais, la belle vigne. Non, mais tu sais, on Puis Reims, réfléchit. c'est le champagne. Bien sûr, mais on réfléchit, on se questionne, on vient pas gueuler, on se dit, attends, qu'est-ce qui fonctionne pas pour que ça fonctionne ailleurs et pas chez nous? Et c'est là, en fait, on change notre fusil d'épaule. Retour au commerce, retour aux bases, en réalité. Mais là, il se passe Changement d'équipe. 6 mois. Hein. Tu sais, on ouvre en mars, et là, on est déjà à l'été. En fait, il se passe 6 mois, changement d'équipe. Et là, par contre, on comprend qu'on a fait le bon choix.
parce qu'on commence à avoir des chiffres qu'on n'aurait pas pu espérer avoir avec notre stock de 10-15 voitures sur de l'achat-vente. Et là, l'histoire se renverse. C'est-à-dire que WeCars devient clairement l'activité principale et le négoce, finalement, au service de WeCars. C'est une activité en plus qui est tout à fait viable et, à mon avis, qui est souhaitable de compiler. Mais il faut que ce soit complémentaire. Ouais. Il faut que c'est le négoce qui soit complémentaire. Exactement. Mais ça, la bon, base, on l'a ça doit compris, être le on l'a dépôt-vente compris et un le peu tard. vendeur. Mais aujourd'hui, c'est tout à fait la réalité. Donc du coup, on fait une année 2024, Oui. finalement, avec des hauts et des bas. Bon, normalement, Ouais, c'est ça. Voilà, c'est, on va pas raconter... Si tu veux, on clôture notre première année, donc première année de business, on clôture à plus de 20 000 euros. Donc nous, voilà, c'est une première année, Pas mécontent. on perd Déjà pas dans le d'argent, plus, on est content, plutôt fier d'avoir accompli ça. Et on commence la deuxième année, par contre, ça y est, on a compris. Donc deuxième année 2025. On commence au 1er octobre 2024 jusqu'au 30 septembre 2025. Et tu sais, tu t'attaques en disant, ça y est, on a compris ce qu'il fallait faire, on sait où on va. Et là, on va tout déchirer. Et ça Deuxième commence... Énorme erreur. On n'avait pas vraiment compris. Non, Enfin, si, on avait compris, je pense, Oui. le fonctionnement. Et alors là, erreur classique, hein, on se voit trop beau. En fait, Trop gros. on n'avait pas compris, et là, on a compris la recette. C'est facile. Alors là, du coup, on tombe dans la facilité, dans le truc. Donc, on se retire un peu, nous, du daily business, du quotidien. On laisse plus de lest aux équipes. les équipes qui grossissent, du coup, t'embauches Exactement. un deuxième vendeur, un troisième vendeur, tu prends quelqu'un pour faire de l'administratif, parce que comme ça, mais t'es vraiment loin. Voilà, tu te laisses un peu endormir, t'es plus dedans au quotidien, donc tu sais plus trop ce qui est en cours, tu sais plus trop T'es qu'est-ce plus qui en se passe. contrôle, t'es plus en Voilà. maîtrise. Et puis tu te prends une bâche en février, Ouais. tu te dis, c'est un mois sans. C'est partout en France, février c'est un mauvais mois. C'est pas chez nous. Tu te c'est rassures. partout. Tu te rassures. Oui, bah, c'est Tu pas dis que chez c'est nous. tout. Tu cherches les autres qui peuvent te conforter. Évidemment. Mais celui qui te dit j'ai fait 40 ventes, tu l'écoutes C'est pas faux. quoi. Non, Ouais. mais il a tort. Il a tort. Il a Il tort. raconte encore des conneries, Ouais. etc. Mars, deuxième bâche. Et là, à un moment, en fait, on se réveille. Mm. Et hydrocution, Ouais. on s'est pris 2 tartes dans la gueule. Ouais. Et on s'est dit, mais en fait, on a toujours rien compris. Ouais. Mm. C'était pas la même chose qu'avant, mais on a toujours rien compris. Et à partir d'avril, par contre, Ouais. alors Là, là, ça a mais été retour complet dans le Une sorte de dans le renaissance, quotidien. si tu veux. Ouais. Mai, juin, juillet, août, c'est toujours compliqué, et puis il faut se reposer un moment. Et septembre, on termine en apothéose, donc là, il y a quelques mois, avec notre plus gros mois de l'année. Je crois même qu'on est premier France. Ouais, 39 livraisons. Après, je suis pas là pour, tu vois, mais c'est bien de le dire. Non mais après avoir été aussi long à la détente, c'est finalement bien Au bout de d'avoir 7 été ans. premier France. Au bout de 7 Au ans. bout de 7 ans, on a compris le fonctionnement. Non, Et c'est pas faute de vous l'avoir répété. on a Parce vrai. que ça, je crois que vous pouvez dire aussi que derrière notre équipe d'animation, elle a été là pour vous plus jamais. Ouais, Enfin, ouais, plus nous, que... on échange. Puis, si est tu veux, on a suivi, on est toujours accompagné, été bien dans sûr. une logique de construction Ouais. avec WeCars. Tu vois, on a toujours été pour dire, ok, qu'est-ce qu'on peut améliorer, et pour nous, et pour le franchiseur, pour aller chercher la performance. Mais ça, c'est vrai que, et c'est important, je pense qu'on le dise, parce que avec vos collègues qui ont eu sur d'autres vidéos, qui ont eu vraiment une croissance assez linéaire, c'est intéressant aussi de votre cas, parce que en effet, on a eu des moments difficiles. Vous, nous aussi, on s'interroge. Je dis putain, les mecs de Reims, ça décolle pas. Nous, on veut faire des belles agences. Nous, on veut que nos franchisés à Reims soient les meilleurs sur la zone de Reims. Moi, mon objectif, c'est de faire en sorte que nos franchisés soient les plus rentables de France. Bien sûr. Pour faire de WeCars le réseau numéro 1 de demain. C'est simple, c'est ça, on travaille. Et on comprend pas pourquoi ça décolle pas. Et c'est vrai que vous avez toujours eu un discours pour construire. Vous ne nous avez jamais incriminés. Et c'est ça la clé. Parce Bien que sûr. celui qui dit finalement c'est la faute du voisin, Ouais. il est condamné. Il faut se remettre en question. Il est mort. Et c'est là où tu arrêtes, en fait, effectivement, de te remettre en question, et tu pars de pied devant. Et on a toujours été dans cette logique de construction, d'amélioration. Et là, si tu veux, on commence depuis quelques semaines notre 3e année, et on n'a jamais été aussi lucide, et autant dans le business. Équipe divisée par 2, on est revenu vraiment au cœur du business. Donc là maintenant, vous êtes donc tous les deux. Il y a qui Oui. avec vous? On a un vendeur en CDI, salarié, Ouais. un alternant. Ok. Et on a encore quelqu'un qui nous fait de l'administratif, parce que c'est vrai que, alors c'est variable, mais les mots, tu fais 35 voitures, tu peux pas tout gérer tout seul, quoi. Mhm. Et t'es obligé aujourd'hui, enfin on veut que ça soit carré, pas avoir des gens qui te rappellent 2 mois après, j'ai pas reçu ma carte grise, ça aussi c'est compliqué à gérer. Mhm. Donc là on se met un point d'honneur à être vraiment dans les délais. Mais tu sais, ce qui a changé aussi, c'est l'état d'esprit dans lequel on est par rapport à WeCars. C'est-à-dire qu'au début, je te disais, on le prenait un peu comme un side business. Mhm.
Les occasionneurs prenaient encore de la place, etc. Mais même nous, dans notre façon de se comporter, dans notre mentalité, dans nos échanges, etc. Aujourd'hui, je te le cache pas, on est fiers d'avoir les couleurs Wickers, on la porte tous les jours. Alors là, on est en podcast, voilà. Pas là. Non. Mais On devait ramener des polos. Ouais, bah, on a oublié les polos, les gars, désolé. on la porte tous les jours, on est persuadé d'avoir fait le bon choix, on est ravis de porter ces couleurs-là. Et donc, dans notre quotidien, ça l'anime complètement. Et puis, t'as une réalité, parce qu'il faut en parler aussi. On sait que cette année, on va gagner de l'argent. Donc, tu vois, à un moment, on entreprend, on crée du business, mais le but, c'est aussi de créer de la valeur. Et on va être sur une entreprise qui va être rentable. Donc, juste qu'on finisse cette partie-là. Donc, les 6 derniers mois, là, vraiment, vous comprenez le truc. Ouais. Vous finissez l'année en beauté. Oui. Avec 39, on l'a dit, livraison En septembre. en septembre, qui Dernier est mois votre de dernier l'exercice mois de comptable. l'exercice comptable, parce que vous Carrément. finissez au 30 septembre. 75 000 euros de marge brute. Avec les frais, ça descend. C'est à combien? On avait dit 50 000, 40 000, je sais plus combien c'était. 50 000. 50 000. Ouais. C'est-à-dire de marge nette, tout frais déduit, TVA déduit, tout déduit. Hein, je le répète toujours, hein, nous, l'automobile, on est les rois pour dire les chiffres comme ça nous intéresse, mais nous, chez Wickers, c'est pas nos valeurs. Nous, on raconte pas la messe, la vérité, et c'est authentique. D'ailleurs, on le dit dans nos échanges, qu'aujourd'hui, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. On Bien explique pourquoi Bien sûr. on a eu ces bas et comment on a fait ensemble pour les remonter. Et d'ailleurs, là, aujourd'hui, bam, c'est 50 000 euros à peu près de marge nette, Oui. tout frais déduit, TVA déduit. Oui. Ça veut dire que sur un mois comme ça, vous êtes à quoi? À plus 20 000, quoi. Oui, c'est ça. Plus 20 000 de, Exactement. Oui, de on a- résultats, on a- de bénéfices. On a à peu près 30 000 euros de charges par mois. Voilà, entre les charges fixes Oui, Bien sûr. et les charges de votre salaire, Les vos salaires, salaires, les bien sûr. salaires tout le monde. bien sûr. Et évidemment, les salaires, plus on fait de chiffres, plus ils grandissent, puisque c'est du variable pour en tout cas la majorité des équipes. Donc voilà, c'est un super résultat. Vous finissez l'année en beauté. Bah, pour comparer, si tu veux, la claque dans la tête qu'on a pris, on s'est réveillé, en février, on a fait 6 000 euros. Pas possible. Bah, tu peux Non. pas. 6 000 euros, Et puis- même et puis ma les mère, elle les fait, les Et gars. puis les charges sont Peut-être toujours les mêmes. T'as toujours Ah oui, tes 30 000 euros de charges. Ouais, Il faut les sortir. ouais. Donc les mecs, Oui. ils peuvent te raconter la messe à un moment, tu fais 6 000, Ce tu qui te est réveilles pas. important aussi de préciser pour ceux qui connaissent pas encore le système, c'est-à-dire que toutes nos agences, que ça soit chez Wickers ou chez n'importe qui dans le marché veut que vous allez à peu près avoir 10 000 euros, entre 8 et 10 000 euros de charges fixes, entre le loyer, le bon coin, les assurances. C'est tous la même chose, hein. C'est comme entre boulangerie 1 et boulangerie B, la seule chose qui change, c'est le loyer. Hein. On est pas, le four, c'est les mêmes, la consommation électrique, c'est les mêmes. On est bien d'accord? Et après, bah, il va y avoir les salaires. Et au-delà de ça, bah, là, on rentre en zone de bénéfice. Alors c'est vrai que T'as ton SAV aussi. mine de voilà, rien. un petit bout de qu'on SAV qui est peut important. qu'on dit toujours de préserver. Oui. En tout cas, on finit l'année, cette deuxième année en beauté, avec les 6 derniers mois hyper dynamiques. En fait, on finit l'année comme ça, si tu veux, puisqu'on a fait une demi-année. On a Ouais. fait une première partie de l'année où on était complètement amorphe et une deuxième partie de l'année où on a vraiment, pour nous, on a vraiment été bon. Enfin, on est content de nous, on est fiers de nous. Donc là, pour le coup, ça va vraiment se jouer. Donc on se reparlera dans un futur podcast Dans un an. Ça va vraiment se jouer sur cette troisième année. Ok, donc là, Et comme on dit souvent d'ailleurs, la première année, deuxième année, troisième année, t'es censé vraiment. là, faut exploser. consolider. Ouais. Donc là, de toute façon, ce qui est bien, c'est que vous avez une idée très claire. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi l'objectif de cette troisième année? Qu'est-ce que vous avez mis un peu en tête? De suivre exactement la même dynamique qu'on a eu ces 6 derniers mois. Ouais. Donc, de réappliquer les méthodes au pied de la lettre, d'être totalement ancré dans le business, de pérenniser nos équipes aussi, sur qui on croit beaucoup et on pense que ça y est, on a trouvé l'équilibre. Et puis clairement, de faire grossir le site de Reims. Ok. Les Donc, 100 cas. donc on veut combien de ventes? Les 100 300 ventes? 350. 350 ventes et 100 000 euros de résultats. Ouais, c'est vraiment ce qu'on vise. De toute Enfin, façon, c'est pas ce qu'on vise, c'est ce qu'on va faire. Pas besoin Ouais. de Bon. chercher midi à 14h. écoute, maintenant c'est gravé dans le marbre, donc on verra ça. Mais en tout cas, 350 véhicules, donc à peu près 5 millions de chiffres, ça doit faire dans ces eaux-là, C'est peut-être ça. 6 millions. Et 100 000 euros de résultats, sachant que vous payez aujourd'hui un salaire. On vit de notre métier aujourd'hui. Voilà, vous mettez de votre passion, vous sortez un salaire parce que vous êtes au-delà il n'y a plus de pôle emploi. Enfin, vous l'avez eu, mais maintenant c'est fini. Ouais. Donc du coup, voilà, c'est bien. Et nous, c'est ce qu'on vise. On veut accompagner nos franchisés pour qu'ils soient dans ces ordres de grandeur. Faire croire qu'une agence, ça fait 600 ventes pour faire 300 000 résultats, c'est absolument faux. C'est même pas ce que fait un McDo. Donc ça n'existe même pas. Déjà, une agence qui va faire 100 000 euros de résultats nets, Très belle nous, agence. on est content, c'est bien. Il faut capitaliser pour les années suivantes. Tout à fait. Ok les gars, bah, écoute, c'est parfait. Merci. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Nous, on sera là pour vous accompagner. On va travailler pour faire en sorte que ça advienne. Et puis, un petit mot de la fin, non?
Bah écoute, confiance dans l'avenir, confiance dans Weekends. Ok. Et, merci de nous avoir accueillis aujourd'hui. Ouais, pareil, vraiment, on se le dit, on n'a jamais été aussi lucide. Content d'être là. Ça montre aussi qu'on est au bon endroit, tu vois, de faire ça aujourd'hui. Et puis ouais, top 3 cette année. Bon, parfait. Et ben merci à vous les gars, et on se dit à très vite. Merci, À Romain. très vite, merci.